France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. On est ensemble jusque 18h pour votre LGF, le grand forum quotidien, au quotidien de 16h à 18h, votre émission avec vos nouveautés que vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui. Dans un instant, c'était à la une hier, on va essayer de se remémorer quelques actualités qui ont marqué cette date du 4 septembre. Bonne rentrée à tous ceux qui ont fait leur rentrée aujourd'hui, oui, les lycéens, les collégiens qui sont rentrés aujourd'hui. Et côté musique, qu'est-ce qu'on écoutait en 2017 à la radio ce même 4 septembre? Eh bien, il y avait un gros succès qui cartonnait. Ça va certainement vous parler. C'était Despacito, hein? Vous vous souvenez, Daddy Yankee, notamment avec ce duo, bien entendu, qui a bien cartonné. On s'en souvient. Et on va se le réécouter juste pour le plaisir. LGF, le grand forum, et ça fait plaisir de revoir la famille Osinras qui est avec nous, Nadia Lazouni et Nassim Lachlach qui est avec nous. Toujours du côté de Fontenay-sous-Bois? Toujours, ça se passe bien? Toujours. Chargé de la politique de la ville? Ah oui, j'avais oublié. Ah oui, bientôt maire. Pas mal de politique ici. Est-ce que tu envisages en 2020 de prendre la place du maire? Oh. Non, blague à part, je l'avais déjà beaucoup envisagé, mais on a un nouveau maire qui est rajeuni et c'est vrai qu'il y a une bonne entente aussi. Et un bon travail qui est... Ça se voit qu'il fait partie de l'équipe municipale. Hein. Ah oui, je fais partie de l'équipe. Non, mais je veux dire, ça avait son intérêt beaucoup à l'époque et je sais pas si ça a aujourd'hui le même intérêt en tout cas. Voilà. Très bien. Mais t'as posé ta candidature pour la présidence de l'Assemblée nationale, c'est ce que tu disais en off. Oui. Tout à fait, c'est ce que je disais en off. Après De Rugy, voilà. Ouais. Tu affronteras Richard Ferrand. Comme je suis député. D'accord, bon bah. Donc on verra quel sera le choix du président de la République. Voilà. On verra. La question du jour aujourd'hui, nouveauté ou pas nouveauté d'ailleurs, on parle de l'école et on parle plus particulièrement de l'interdiction du portable à l'école. Ça apparaît comme une nouveauté sans en être une. On va vous expliquer pourquoi. En tout cas, on vous demande si c'est une bonne décision. Bon, alors sans aucune, en toute logique. Voilà, vous êtes 90% à dire que c'est une bonne décision sur Facebook. Vous pouvez voter sur France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Alors pourquoi c'est pas vraiment une nouveauté? D'abord, l'interdiction du portable dans les cours d'enseignement, c'était d'ores et déjà interdit. Après, visiblement, il en va du règlement intérieur du collège ou du lycée pour l'utilisation du portable en dehors des cours, c'est-à-dire dans les cours de récré, quand on n'a pas cours, quoi. Voilà. Alors, pas vraiment une nouveauté, mais on nous la présente comme telle. En tant que tel, Nadia, est-ce que le portable, ça paraît logique, je veux dire, on n'imagine pas le prof faire cours et puis toi t'es en train de regarder ton Facebook ou ton Instagram, voilà. quoi, tu vois. Ouais, voilà, c'est ce que tu disais, c'est pas une nouveauté. Déjà à mon époque, qui est pas si lointaine, on n'avait pas le droit d'avoir des téléphones portables, bien évidemment en classe, en permanence, pendant. Sinon, c'était retiré. C'était retiré. On nous le rendait à la fin de la journée ou même voire à la fin de la semaine. Ou voire même à la fin du trimestre. Oui. J'ai vu ça, moi. Ça dépend si t'es dans une école mais c'est un récidiviste, qui craint un petit peu, à mon avis, le prof n'aura pas le choix de te le rendre à la fin du cours. Ouais. Mais oui, nous, en tout cas, moi je viens de province et c'était beaucoup plus strict. Et je crois même qu'effectivement en récréation, mais je crois que même en cours de récré, on n'avait pas le droit de sortir nos téléphones. Alors là, par contre, la petite nouveauté en tant que telle, ça dépend du règlement intérieur du collège ou du lycée. Le portable pourrait d'ores et déjà être interdit dans tout l'établissement. D'ailleurs, on avait parlé de casier pour qu'il puisse déranger, et puis finalement, on a fait marche arrière parce que ça coûte beaucoup trop cher. Comme beaucoup de choses d'ailleurs, comme le prélèvement à la source, ça risque de partir en fumée cette histoire, on en reparlera, c'est un autre sujet. Nassim, le portable à l'école, c'était interdit toi aussi à ton époque? Bon ouais, interdit complètement. Après aujourd'hui, moi je suis plutôt favorable à l'interdiction. De le sortir, mais après c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui sont rassurés, donnant un portable à leur enfance, quand ils sortent, ils appellent les parents. Moi à l'époque on n'en avait pas, et c'est pas pour autant, alors c'est pas pour dire que c'était mieux avant, faire l'ancien et tout, mais voilà, on rentrait directement après l'école. Il y avait les tatous. On n'avait pas les mêmes portables en même temps. J'allais dire. Ah oui, effectivement. Voilà. Nous, on avait juste des téléphones. En fait, on n'a plus aujourd'hui la même utilité avec le téléphone. Moi, à mon époque, c'est juste pour appeler, quoi. Ouais. Moi, à mon époque au collège, j'avais pas de téléphone portable, c'était plutôt vers la fin. Ensuite, au lycée, oui, on l'a plus vécu. C'était uniquement pour appeler ou envoyer des textos. Donc là, oui, on voyait que l'élève est communiqué avec, etc. Aujourd'hui, c'est des smartphones. On a l'enfant, il a plus d'utilité avec. On sait même pas où il va, sur quel site, sur quoi, etc. Et je pense que c'est plus dans l'officialisation de la chose. Et je pense que c'est l'enceinte de l'établissement maintenant
maintenant on n'a plus le droit clairement et nettement d'avoir un téléphone, alors qu'avant on pouvait dans la cour pour certaines Ça dépend personnes. du règlement intérieur. Et surtout, Toujours, je crois que ça a changé justement. Non, c'est la nouveauté, ça dépend. D'accord, c'est la nouveauté. bah c'est comme avant. Alors Voilà, en fait c'est pas une nouveauté, c'est qu'on nous l'a vendu comme tel, mais ça n'en est pas une. Ce que je trouve hypocrite par contre, c'est que tout le corps. Alors à l'époque on disait les écrans télé, faut faire attention. Quand on était petit, nous on faisait tout pour qu'on lise, pour qu'on regarde moins la télé, qu'on joue moins aux jeux vidéo. Aujourd'hui on est en pleine numérisation chez les professeurs et dans le corps de l'éducation nationale, jusqu'à ils ont des objectifs de remplacer les livres par des tablettes. Ça c'est officiel. Pour ma nièce, elle a une tablette. Donc on est en pleine numérisation intensive des établissements scolaires. C'est pas bon ça aussi. C'est contradictoire en fait, parce que tu fais une loi, genre c'est la loi phare de cette rentrée. Pour moi je trouve pas que c'est la loi phare, mais bon, ils la présentent comme telle dans les médias. Mais d'un autre côté on sait très bien que tous les établissements scolaires ils sont en cours de processus de changement pour numériser les établissements, pour que les élèves ils viennent avec des tablettes à l'école. Et là je reviens au premier point que j'ai dit, les smartphones pour les jeunes, ils ont pas la même utilité que nous, ils ont pas la même utilité que l'époque. C'est pas seulement de communiquer avec ses amis à travers un numéro de téléphone, c'est-à-dire envoyer des appels ou des textos, mais c'est utiliser des réseaux sociaux comme Snapchat et compagnie. Et quand on va numériser les classes et leur donner des tablettes, ils pourront aller sur Snapchat. Donc je vois pas tu vois, je pense qu'on vient en arrière maintenant pour accélérer après par la suite. Non, je pense que c'était plus pour contrôler ce qui se passe dans la cour de récréation. Du coup, avec l'usage de ces smartphones, où effectivement on voit aussi quand même des enfants en train de se filmer, en train de s'agresser, des brimades, des jeux quand même aussi assez dangereux comme le jeu du foulard, où on ridiculise même, où on violente des élèves. Donc peut-être que l'éducation nationale veut pas contribuer, on va dire, à ça. Et puis c'est surtout, moi, ce que je trouve super dangereux, mais là où c'est hypocrite, et je suis d'accord avec Houssine, on interdit quelque part l'usage des portables, on permet les tablettes, mais c'est aussi un risque pour ces élèves qui sortent de se faire voler. Enfin, je sais pas, le rendez-vous il est à la fin de l'école et on sait que ils ont des iPads et des iPhones dans leur sac. Alors, je vous rappelle que demain, une petite nouveauté aussi dans le LGEP cette année, puisque chaque premier mercredi du mois, on consacrera la spéciale du Grand Forum à un sujet que nous allons développer en compagnie d'invités. Et demain, avec Fatima Wassak, Nadir Kaya, on va parler de Parcoursup. Alors là, pour le coup, c'est une véritable... ça devait être mon sujet, mais j'ai pas réussi à le travailler. Non, mais c'est un véritable drame, parce que là, à l'heure où l'on parle, il y a encore des élèves qui n'ont toujours pas eu d'affectation, ils ne savent pas où ils vont aller. Et j'ai pas la chance d'être là demain, malheureusement, mais je tiens à dire aussi que on parle que de ceux qui n'ont pas réussi encore à trouver leur filière, mais il y en a d'autres qui ont pris une filière comme ça, en fait, par hasard, parce que Parcoursup, ça leur a donné des filières qu'ils n'avaient pas choisies en premier choix. Alors, justement, peut-être que ça peut être utile pour tous les parents qui nous écoutent, et notamment ceux qui sont au lycée. Mon fils qui est rentré ce matin, la prof principale leur a dit, à partir d'aujourd'hui, enfin à partir de maintenant, les appréciations et les trimestres dès la première comptent pour Parcoursup. Et vous pouvez avoir une note, j'allais dire moyenne, mais si vous avez une bonne appréciation, c'est bon pour vous. Si vous avez une bonne note mais de mauvaises appréciations, c'est très mauvais pour vous. Voilà, donc ça c'est uniquement apparemment pour la première et le premier trimestre de la terminale. Non, je me souviens qu'à l'époque, ça a toujours été comme ça, les mauvaises appréciations, même si c'était une bonne élève, ça pouvait ruiner ton dossier, ton orientation. Oui, sauf, t'as raison, à la fac, mais moi je me souviens... Moi j'ai été refusé d'une grande école pour ça, justement. Voilà. Donc voilà, petite nouveauté importante, et apparemment avec cette réforme du bac là, si toutefois tu loupes ton bac français, faut que tu recommences tout. Apparemment c'est ce qu'on leur a dit. Vous avez intérêt de ne pas le louper, parce que même les profs reconnaissent qu'eux-mêmes n'ont rien compris à cette réforme qui est en train de se mettre en place. Donc ça pose déjà un problème. Je pense qu'on veut vraiment handicaper dans les parcours scolaires les jeunes issus, on va dire, beaucoup de milieux assez défavorisés qui malheureusement n'ont pas la même maîtrise du français. Un élève de banlieue pourra pas aller dans une super fac, etc. Et ça sera pas de sa faute à lui, ça sera aussi la faute de ses profs qui n'ont même pas d'aussi bonne qualification qu'un prof, je sais pas moi, d'Henri IV. Oui, t'as raison, parce qu'en plus les profs, pour ce qui est de leur prime, tu sais que ça va dépendre maintenant de la notation de l'établissement. Donc si l'établissement est mal noté et que t'es un bon prof, bah t'as pas de prime. Ils ont aussi fait une nouveauté, c'est sur l'affectation des professeurs. Je sais pas si vous avez vu l'information, qui serait en fait que 10% des professeurs, là actuellement les professeurs sont mis dans les établissements en fonction
de chiffres, d'une cotation, je sais pas exactement quand ça se passe. Et là, 10%, le ministre a annoncé qu'apparemment 10% des profs seraient affectés différemment selon des choix. Enfin, il y avait une polémique autour de ça, faudrait creuser. Et peut-être en discuter aussi si on fait une spéciale éducation nationale par exemple. Oui, absolument. À mon avis, encore une fois, le gouvernement il a essayé de meubler par là parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres solutions sur d'autres promesses qu'ils avaient faites. Faut se rappeler, Christophe, et on a eu la chance d'y être à Sarcelles quand Macron faisait sa tournée pour la présidentielle. Absolument. Il avait annoncé que les classes au-delà du CP, pas seulement le CP, parce que là aujourd'hui on n'entend que le CP ou la 6e, je sais plus, qu'il allait faire des classes d'une quinzaine de personnes, etc. Il avait annoncé plein de nouveautés. Aujourd'hui, avec cette rentrée, on voit pas ces nouveautés annoncées, on les voit pas même mises en place. Je pense qu'ils essayent de cacher tout ça avec ce qu'on annonce depuis tout à l'heure, quoi. Le portable interdit, etc. Des nouvelles lois qui servent à rien. Mais le plus concret, il n'a pas réussi à le faire. C'est ça que je veux dire. Oui, je crois qu'il y a eu des essais concluants quand même par rapport à des classes de 12 à 13 élèves. Certaines en France, effectivement. De manière... des cobayes, des classes en cobayes. Oui, voilà. Et ça a été apparemment concluant. Donc, est-ce que ça va être amené à se multiplier, affaire à suivre? Ah non, mais moi je suis pour, justement, c'est quelque chose de positif pour tout le monde. Une classe de 12 élèves ou 13 élèves, c'est mieux qu'une classe de 30 élèves, surtout au CP, quoi, je veux dire. On demande que ça. Ah bah évidemment. 01 40 33 9000 pour nous dire si c'est une bonne ou une mauvaise décision. Et je rappelle la petite nouveauté, on a décliné un peu le Libertad, on l'a divisé en 3 et ainsi dans quelques minutes, vous pouvez d'ores et déjà nous appeler pour participer au premier Libertad. 01 40 33 9000. Une petite minute ou une auditrice ou un auditeur peut s'exprimer, nous livrer pourquoi pas un avis tranché, un coup de cœur, un coup de gueule, une remarque, que sais-je encore, n'hésitez pas, en tout cas le sujet de votre choix. 01 40 33 9000, prenez place d'ores et déjà, il y a du monde, donc allez-y pour nous appeler et pour prendre place dans à peu près 5 minutes pour le premier Libertad. Toi aussi qui travaille auprès de la jeunesse, on constate quand même que des enfants de plus en plus jeunes ont un portable à leur disposition. Oui. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que quand on est parent, même si on est inquiet sur le chemin de l'école, etc., est-ce qu'il est recommandé quand même de mettre un smartphone dans les mains d'un gamin de 10 ans? C'est une des plus grosses problématiques, pas que dans les quartiers, parce qu'on en parle souvent à la télé. Je sais pas si vous avez vu, on fait des mini-reportages sur les dangers des réseaux sociaux, sur le danger des téléphones portables, sur le danger des sites pornographiques, faut en parler aussi. Oui, c'est un gros danger parce qu'on voit que la société, surtout la plus jeune, elle change et ni le système, ni les parents, ni l'éducation arrivent à gérer ces changements qui sont en train de se passer et on les contrôle pas du tout. Aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, des enfants dès la douzaine d'années, ils ont un téléphone portable. C'est pas forcément le dernier cri, mais ça reste un smartphone. Ils ont un accès à Internet. Quand c'est pas une puce 3G ou 4G, c'est un accès en Wi-Fi qui est disponible partout, avec des sites Internet dans lesquels ils peuvent aller et pas être surveillés. Oui, c'est un grand danger. Pour moi, c'est pire qu'un danger. C'est un fléau qui arrive en France, dans tous les pays en vérité. Alors, c'est vrai que j'aime rappeler ici que beaucoup de parents se sont intéressés à ces rumeurs concernant les cours d'éducation sexuelle et de ce qu'on allait faire des enfants, y compris les plus jeunes. Mais est-ce que les parents s'intéressent à ce que les enfants font sur leur portable, leur ordinateur? Et c'est là le problème, c'est peut-être même là le plus grave. C'est une réponse généraliste, mais pas du tout. Il y a un semblant de s'intéresser mais non. En fait, non. Même rien que de se poser la question de l'utilité que cet enfant ait un téléphone. La réponse qu'elle va te donner une maman d'un quartier, par exemple, de manière générale, ça va être que mais les autres ils en ont un, pourquoi il l'aura pas? Tu vois, et c'est une réponse qui est, je comprends pas la logique de cette réponse-là. Même si je comprends la maman, faut comprendre qu'il n'y a aucune logique dans cette réponse-là. On fait pas parce que l'autre fait. Il y a la question, je pense aussi, Christophe, de la facilité pour les parents. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les rassurer. Moi j'ai mes petits cousins, ils sont tout le temps pareil sur la tablette, etc. Moi je dis à ma cousine, c'est pas forcément une solution. Après, eux, ils ont la chance par ailleurs de faire d'autres activités, dessiner, des choses comme ça. Et vraiment, la maman et le papa, ils sont investis là-dedans. Mais c'est vrai que tout le temps, en train de regarder Disney. Le petit, là, il a 7-8 ans, il a que des vidéos sur GTA. Ouais. Que ça. C'est-à-dire des gens qui meurent, qui sont écrasés. Non, mais moi, je me suis surpris à être un dîner invité chez quelqu'un où tout le monde est sur son portable, finalement, personne se parle, ou alors en train de commenter sur le truc qu'on a vu sur les réseaux sociaux. C'est surtout ce téléphone est en train de prendre beaucoup de place quand même dans notre vie. Pardon de le dire, après peut-être parce que je suis pas parent aujourd'hui, mais bon, j'ai été enfant, donc je m'en souviens. Je m'en souviens, voilà. C'était hier. Non, mais ça rigolait pas, je veux dire, mais on n'avait pas de téléphone à cette époque et on allait à l'école, on partait pas à 8h.
et on rentrait à 17h. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas impossible? C'est ça la question. Est-ce que ce serait pas difficile aujourd'hui? On respectait, on honorait les rendez-vous. Enfin, je veux dire, ça rigolait pas, on plaisantait pas, et il y avait pas de raison. Là, on parlait comme des vieux grincheux. Non, mais pas du tout. C'est que on n'avait pas de raison d'être en contact avec nos parents alors qu'on est à l'école. En revanche, là où c'est important, c'est le samedi et le dimanche, effectivement, qu'on sort et de savoir où on est. Encore une fois, moi, je reviens au début. Si c'est que pour téléphoner, achetons à nos enfants des téléphones basiques. Les plus bas de gamme. Le portable de dealer. Et j'ai des amis qui ont fait ça à leurs enfants jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Tu vas smartphone, t'es bon à l'école, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est une récompense. C'est comme tu parles, ça cause des frustrations. Les paroles de sont sages. Il devait être dégoûté quand même, le gars. D'accord. En fait, je travaille avec les familles, donc je dois être sage. Je dois être sage. Un Nokia entre les mains, t'imagines? C'est le dernier iPhone. Même Nokia, c'est trop évolué. Alors dans ces cas-là, si ça lui convient pas, donc c'est que c'est pas vrai, c'est que c'est pas seulement pour communiquer, pour garder en contact. Bientôt, ça sera tendance, les amis, de revenir à l'ancienne. Bien sûr, ça l'est déjà. Des pièces de collection. C'est quelqu'un qui suit pas la mode. T'as pas vu, il y a des gens qui jouent à la Nintendo chez eux, et la Super Nintendo, ça se vend à Auchan. Résister à toutes ces tendances. L'old school. Bon, en tout cas, bonne décision pour vous que l'interdiction de ce téléphone portable à l'école, sachant et rappelons quand même à juste titre qu'on nous vend comme une nouveauté. Or, ça n'en est pas une, et que de toute façon, depuis notre jeune âge, le portable, quand il existait à notre époque, parce que quand j'ai commencé l'école, il n'existait pas encore. Eh bien, oui, je sais, je suis vieux. Eh bien, tout simplement, le portable n'a jamais, mais alors en gros, jamais été autorisé durant l'enseignement, les cours d'enseignement. C'est-à-dire, ça paraît d'une logique implacable. Après, pour ce qui est de l'utilisation dans l'enceinte de l'établissement, encore une fois, rappelons qu'il s'agirait de suivre le règlement intérieur. Et donc il y a des lycées, des collèges qui l'interdisent. Ça va être compliqué quand même, hein, quand t'as des gros lycées, des grands lycées, je pense à Corbeil-Essonnes ou dans les banlieues, il y a des grands lycées avec 3000 élèves. Ça va être compliqué de faire du flicage. Hein. C'est ça en plus. Mais tu vois, ça c'est une mesure en plus qu'on peut même pas finalement mettre en application et contrôler. On va mettre quoi? On va mettre un surveillant par 5 moi je pense que ça pourrait se passer que par de la prévention. Autoriser le téléphone dans l'établissement hors des salles et faire de la prévention en disant clairement les choses. Il y aura des sanctions contre des personnes qui font des actions négatives contre d'autres. Tu vois, il y a du bizutage, il y a des choses comme ça qui se passent, et pour filmer et qui filment après. Ce qui était déjà le cas aussi avant. Exact, sans le filmer. Sans le filmer, on se faisait attraper. Nassim, pour finir sur ce sujet à Fontenay, toi t'es un peu au contact. Pas déranger Nassim là. Ça va. À Fontenay-sous-Bois, qu'est-ce qui se passe là au niveau des portables, des écoles? Est-ce que t'as des retours par rapport à cette rentrée? Tu sais, Christophe, c'est une loi nationale, donc ça s'appliquera dans les collèges et dans les établissements. Après, en primaire, il n'y a pas non plus de portable. C'est comme partout. Non, en primaire, non. C'est comme partout en France. Tu sais, c'est le Val-de-Marne. Hein. C'est à côté. C'est 94. Oui, c'est à côté. C'est pas loin. C'est une. Donc non, il n'y a rien de spécial. On applique. De toute façon, on n'applique rien du tout puisque c'est l'éducation nationale qui applique. C'est pas la municipalité n'a aucun lien et rapport avec ça. Après, il peut préconiser certaines choses. Nous, par exemple, on a des élus verts avec nous en majorité qui, comme dans beaucoup de municipalités, sauf de Rugy, le futur écologiste au ministère, bref, préconise notamment sur les zones, toutes ces choses-là autour de ce travail-là. Il a tout fait. Il a tout fait. Et maintenant, c'est nouveau, je sais plus c'est quoi le regroupement. Nouveau écologiste nouveau. Ils existent encore. Ouais. Ils résistent. En tout cas, apparemment, il y avait des gens qui avaient frappé à la porte, qui avaient pris le téléphone pour essayer d'avoir une petite place. Oui, absolument. Il y en a quelques-uns. Mais bon, on a évité comme c'est quand même un bon point. Qui a été reçu par Macron quand même. Voilà, mais il a dit non, ce serait une erreur. Ce serait une fausse bonne idée. Voilà. J'ai des dossiers sur le dos, ça tomberait très mal pour toi. Ça commençait déjà à sortir. Non, mais ça sortait. C'est établi, c'est même pas sorti, ça sortait pas puisque tout le monde. Heureusement que Lina est là pour nous rappeler des bons moments, notamment Apostrophe, émission dans laquelle il a fait des confidences absolument dégueulasses. Exactement. S'il était le seul. Oui, bien sûr. On va peut-être lui admettre de l'avoir dit au moins, c'est ça? Oui. On en est là, vous imaginez un petit peu. Le courage de ses opinions dégueulasses. Magnifique. Bon, vous êtes bien sur France Maghreb 2, je rappelle que une petite minute libertad, 01 40 33 9000, vous êtes de Paris, d'Alger, de Tunis, en passant par Washington. Bien vous pouvez nous appeler 01 40 33 9000 si vous souhaitez vous exprimer, nous dire ce que vous voulez bien sûr durant une petite minute. Dépêchez-vous, prenez place. Le temps pour moi de vous rappeler que dans quelques instants on va assister au premier avis tranché de la saison de Nadia Lazouni, et comme à chaque fois Nadia Lazouni nous régale dans ses avis tranchés. Quel sera le titre, ma chère Nadia? Amis Bobo, les musulmans vous remercient. Non.
Attends. Refais-le avec ta voix de speakerine. Voilà, non. Ami Bobo, merci de rendre les musulmans plus swag. C'est bon, elle est embauchée sur Europe 1 l'année prochaine, c'est sûr. D'accord, bon, on va comprendre l'axe rapidement, je pense. À suivre le zapping, et notre ami Nassim Lachlache à 17h30 nous proposera aussi un avis tranché concernant. Alors c'est quoi les Algériens? Moi le titre ce sera 1, 2, 3 Viva l'Algérie. C'est classique. Avec ça, si tu fais pas le buzz, c'est pas sûr que je fasse le buzz là. Là, pour le coup, je crois vraiment qu'il ambitionne la mairie de Fontenay. Bah là, moi je voyais plus un ministère au niveau de l'Algérie, quoi. Je sais pas. Nouvelles élections, Boutef va peut-être être candidat. En 2019, le 5e mandat. De manière indépendante, attention. Oui. Il est complètement indépendant, Boutef. Fais gaffe, c'est dangereux. Tu sais que ça rappelle des histoires, ça. Rachid Nekaz de camion qui est pas arrivé à l'heure. Enfin, tu te rappelles, non? Oui, bon, Nekaz est dans le Baudral en ce moment. Il a même été enlevé. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Oui, il a été enlevé. Cet été ou il y a 1 ou 2 mois. Il est mis dans une voiture et tout ça. Ah ouais, non mais. J'ai pas fait ça. Non mais ils ont fait des belles, hein. Et puis là, il s'occupe il est comité Tariq Ramadan maintenant. Ouais, il est à fond dedans. Il est à fond dedans. Dans tout ce qu'il fait d'ailleurs, on peut en tout cas ne pas lui reprocher quand il fait quelque chose, il essaye de le faire à fond. Et il s'est fait démonter aussi par un fils d'un. Exactement, d'un ministre, je crois, d'un député, quelque chose comme ça. Il a pris une belle droite apparemment. Il avait perdu l'usage de son oreille. Pardon, du FLN. Oui, c'est ça, ouais. Pas les mêmes. Bon. Ils ont des lettres en commun, mais c'est pas les mêmes. C'est ça. Bon, alors dans un instant, avis tranché de Nadia Lazouni, le zapping, Nassim Lachlache pour son avis tranché concernant World to Twin, viva l'Algérie. Et après notre nouveau rendez-vous, le buzzer. Oui, ce sont les chroniqueurs qui vont choisir les infos que nous allons développer, que je vais leur proposer. Et tout à l'heure, en fin d'émission également, petite nouveauté. Ça s'appelle À la une demain. Je vais vous proposer 2 sujets et je vais vous demander d'endosser l'habit de rédacteur en chef pour nous dire quel sera le sujet qui pour vous sera celui qui va buzzer demain dans toutes les chaînes d'infos, de télé et de radio. À vous, on va voir si vous avez été bon. Demain en tout cas on le saura. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, le grand forum, jusque 18h. Avis tranché, à ne pas louper en vidéo sur Facebook Christophe le grand forum, pardon. Dans un instant, à tout de suite. Je vous rappelle la question du jour, messieurs dames. On parle de l'interdiction du portable à l'école et vous pouvez voter évidemment sur France Maghreb 2 ainsi que sur LGF officiel sur Twitter, France Maghreb 2 sur Facebook bien sûr. Est-ce que vous êtes favorable ou pas? Bonne décision ou mauvaise décision? Vous nous dites bien sûr, et pour l'instant large majorité de bonnes décisions à plus de 90%. Donc un score sans appel, un score qu'aurait aimé faire Macron à la présidentielle. Bien qu'il ait été et qu'il ait affronté Marine Le Pen au second tour, il aurait pu faire 90%, mais il ne l'a pas fait. Bon, ceci étant, la petite punchline terminée, on passe maintenant à l'avis tranché et on a hâte de l'entendre. Cet avis tranché signé Nadia Lazouni. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y. Nadia Lazouni, fondatrice de Speak Up Channel, nous livre son premier avis tranché de la saison. C'est parti. Quoi? Je pars quelques semaines en vacances et je découvre en rentrant qu'Alexandre Benalla est finalement en détention provisoire, qu'Emmanuel Macron a dû renoncer à son mandat présidentiel après avoir ostensiblement lancé le seul responsable c'est moi qu'ils viennent me chercher, que les rappeurs Booba et Karis ont été placés sous contrôle judiciaire suite à un jeu d'enfant qui aurait mal tourné. J'apprends aussi d'ailleurs au passage que Karis est un rappeur. On me dit qu'un mandat de recherche a été lancé contre Luc Besson accusé de viol, que le professeur Tariq Ramadan a été libéré et que le ministre Darmanin a été écroué. Hein? Quoi, Christophe? Ah, c'est pas exactement comme ça que ça serait passé? Eh bien, ça aurait dû. Sans transition aucune, je souhaite une excellente rentrée à nos auditrices et auditeurs, en espérant que vous avez profité de cette période estivale pour vous reposer et prendre de bonnes résolutions pour cette nouvelle année scolaire. J'aimerais faire un hommage aux parents qui, s'ils pensaient pouvoir respirer un peu maintenant que les enfants sont à l'école, devront mener une bataille sur 2 fronts, les collègues au bureau, la journée, et les devoirs des petits le soir. J'aimerais adresser aussi un second hommage, et cette fois-ci au Bobo. Cher ami Bobo, je sais que je n'ai pas été spécialement tendre avec vous. Bon, en même temps, vous l'avez cherché, en squattant nos trottoirs jusqu'à 1h du matin pour savourer votre dernier verre de vin et une cigarette, en faisant du canal Saint-Martin un conteneur de recyclage de verre et par-dessus tout, en faisant flamber nos loyers. Pour celles et ceux qui ne verraient toujours pas qui sont les bobos, eh bien ce sont les bourgeois bohèmes qui parlent comme toi et moi, mais avec une voix un peu plus feutrée. Non mais ouais, c'est un truc de fou. Alors, je suis hyper méga vénère parce que tu racontes. Ah, s'ils parlent comme toi et moi, en revanche, ils ne perçoivent pas les mêmes salaires.
Ami Bobo, merci de rendre les musulmanes et les musulmans plus swag. Grâce aux Bobo hipster, les frères peuvent porter la barbe sans complexe. Bon, quand vous êtes arabe et noir, veut mieux ajouter le port de lunettes façon Harry Potter. Grâce aux Bobo, les sœurs qui portent le hijab façon turban semblent suivre la mode chic et cool. Grâce aux Bobo, la modeste fashion, les robes et les jupes longues islamiques sont des vêtements que toutes les nanas branchées s'arrachent. Grâce aux Bobo vegan, on est hyper bien vu quand on dit « Ah mais désolé, je mange pas de viande ». Et enfin, toujours grâce aux Bobo, le mocktail, autrement dit le cocktail sans alcool, envahit les restaurants et les bars. On ne pourra pas nous accuser d'islamiser les soirées parisiennes et on sera peut-être de la partie. Bon, amis Bobo, si vous pouviez poursuivre votre démarche philanthropique orientée muse et nous ouvrir les portes du marché de l'emploi, ça serait hyper, méga, ultra, supra cool. Voilà pour moi. Merci Nadia Lazouni. Alors juste on va rétablir quelques vérités. Alors Gérald Darmanin, non-lieu. Non-lieu. Bouba Karis libéré, effectivement, ça on est d'accord. Mais ils étaient sous détention directe, détention provisoire. Ah oui, absolument. Ouais. Mais libéré, donc le procès d'ailleurs c'est dans 2 jours. Ouais. C'est la Cour de Paris qui a décidé de la libération de Bouba et Karis court en mois d'août. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tariq Ramadan, oui, toujours en prison. Ouais. Toujours en prison. Darmanin non-lieu, ça y est, c'est fait. Ah, tu l'as dit, oui, c'est vrai. Et il y avait quoi d'autre? Mais Macron toujours, il règne toujours en France. Luc Besson, on n'en parle plus. Okay. Et Depardieu, oui, mais pour quel Nissen. Nissen, ministre de la Culture, oui. L'affaire Actes Sud, absolument. Moi, c'est les petites oreilles. Je peux pas parler de toute la. Il croule des jours heureux au Maroc en assurant la protection d'Ayem Nour. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que c'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal. Ton voyage outre-Atlantique. On m'aurait menti alors quand je suis rentrée. Voilà, c'est ça. On t'a menti. C'est ça, je suis désolé. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup Nadia. Oui, et dédicace à ma petite Marjo qui m'a beaucoup inspiré pour cette chronique sur les bobos. Cette Marjo, j'en ai pas parlé depuis longtemps. Elle est exceptionnelle. Marjorie ou Marjolaine? Marjorie. Oui. Janet. Petite réaction peut-être messieurs à cet avis tranché Nadia Lazouni. Toujours toujours moi, très bien, j'adore quand elle imite les bobos. Non, je sais qu'elle a pris des cours à Broadway là. À mon avis, elle a dû prendre des cours sur la 5e Fifth Avenue. Fifth Avenue. Et ça se voit, ça se ressent en tout cas. Là, ça se ressent. Elle est de retour. Je sens que cette année va être une très bonne année. Mais je m'attendais à une chronique à la sauce américaine. Je suis pas déçu, mais bon. J'ai pas voulu. Alors j'ai voulu mettre un petit son façon, je sais pas, 50 cents ou pas, mais j'avais pas envie d'être excommunié. Parce que dans la communauté musulmane, vaut mieux faire des choses pas très très recommandées, comme fréquenter. Bref, je vais pas aller plus loin que d'écouter la musique. Voilà, il y a des choses plus graves. Voilà. Non mais faut la voir Nadia en vidéo. Faut la voir. C'est voilà, elle a ce don aussi de pouvoir se mettre dans la peau d'un personnage. Ouais. Moi j'adore quand tu fais les bobos. Ouais, il parle comment? Il parle comme ça, tu vois. Non mais attends, moi l'autre fois j'ai entendu des bobos dans le métro. Alors attends, le truc de ouf avec les bobos, c'est qu'ils parlent super fort dans les métros quoi. Ah ouais, on entend que. T'as remarqué? Ah non mais alors attends, la dernière fois au travail, le mec il est venu, mais j'étais trop vénère, il m'a trop hachum quoi. Et d'ailleurs, on parlait du portable tout à l'heure. Vous avez pas l'impression des fois que quand on est au téléphone dans les transports, on a l'impression qu'on est tout seul dans la rame. Le mec, il gueule. Et alors, ce que j'ai vu, ce qui m'a fait encore plus rigoler, c'est maintenant, c'est tendance sur WhatsApp vidéo. T'es dans le train et puis tu parles tranquille avec ton interlocuteur en vidéo. Tu sens qu'il y a plein de gens autour de toi, mais tu t'en fous complètement. Bon. Ça s'appelle le culot. Voilà, le respect se perd, mes amis. Allez, c'est parti pour le zapping. Et peut-être que là, il y a du respect qui se perd aussi. Si on prend 100 millions d'Africains, d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots Bamboula, d'accord, ça veut maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Bar. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. J'adore ce jingle. Alors, dans le zapping, qu'est-ce que j'ai... rien ne va plus pour le président de la République Macron, dans les sondages qui n'en finissent pas de baisser. Analyse de nos confrères de France 24. Alors on va savoir si on partage ou pas l'analyse. Écoutez. Il y a un nouveau sondage qui est tombé ce matin, un sondage IFOP, dégringolade pour Emmanuel Macron. Il perd 10 points pour sa cote de popularité plutôt perd 10 points aujourd'hui auprès des Français. C'est une période un peu difficile cette rentrée pour. Et oui, c'est. Écoutez, en fait, Emmanuel Macron il y a toujours eu un caractère exceptionnel chez lui, dans le fond où
son élection a été exceptionnelle, son âge est exceptionnel, sa personnalité est exceptionnelle, donc tout était exceptionnel. Et en fait, là, on revient un peu à la banalité, c'est vrai, la banalité des sondages qui vont et qui viennent. Donc on est vraiment là dans la caricature des présidents de la 5e, c'est-à-dire les montagnes russes, et puis, comme le disait Chirac, il a très bien théorisé, un peu vulgairement, les merdes, ça vole toujours en escadrille. Donc on a un Emmanuel Macron, effectivement, qui doit avoir un remaniement, une démission, enfin 2 sur le dos, les impôts, l'impôt à la source qui doit se décider, c'est-à-dire le cafouillage total. À la source, une réunion est censée aujourd'hui, en fin voilà, cette cote de popularité. Bon, c'est vrai que c'est un temps compliqué pour le président de la République, mais je dirais que c'est comme la vie, on n'y échappe pas. C'est l'impermanence des choses et de la politique et de la vie tout court. Il y a des bons moments et il y a des mauvais. Et là, il est dans la nasse. Peut-être encore plus en politique d'ailleurs. Voilà, alors ça c'est l'analyse donc de nos confrères de France 24. Effectivement, rien ne va plus dans la Macronie puisque les sondages baissent. Pas moins de 10 points quand même perdus depuis la rentrée et on a l'impression que rien ne lui réussit pour cette rentrée. Entre les démissions de Nicolas Hulot, de Laura Flessel, pas plus tard que ce matin d'ailleurs, le Canard enchaîné nous apprend demain que c'est suite à des ennuis fiscaux qu'elle a démissionné. Donc c'est pas pour des raisons personnelles comme elle l'a indiqué. Ça fait rappeler une chanson de Kerry. Si, en effet, c'est très personnel. Racaille. Oui, Kerry James. Donc entre ça, effectivement, le prélèvement à la source, apparemment, qui a déjà coûté extrêmement cher, beaucoup d'argent. Alors peut-être qu'on envisage un report, voire peut-être même une annulation de ce truc parce que c'est tellement lourd à mettre en place. Bref, est-ce que vous comprenez finalement que Macron aujourd'hui perde autant de points et qu'il soit lâché peut-être par une partie des Français qui auraient peut-être voté pour lui? Après moi, je crois jamais au sondage parce que voilà, j'ai jamais été sondé moi pour ma part ni mon entourage, donc j'ai jamais cru. On parle des sondés plutôt qu'on parle de la population française. C'est quelque chose qui a quand on dit et là quand il perd 10 points, on précise pas qu'en vérité il arrive à je crois qu'il a 30%. 34, voilà, ce qui est très très bas. Bon, quoi qu'il en soit, même si on était en pleine élection et qu'il avait 34%, il gagnerait au deuxième tour face au Front National, donc ça reviendrait au même pour tout le monde. Moi, ça m'étonne pas, cette baisse de popularité. J'attends pas les sondages pour le savoir. Il y a plein de décisions qui ont été prises et qui sont contre le peuple, il n'y a pas que les partis opposés. En fait, il n'y a plus que les partis opposés qui sont contre le parti en place, il y a aussi la population qui prend part de plus en plus aux décisions. Vous le voyez sur le terrain concrètement? On le voit concrètement parce que ça touche plus que des sujets d'actu en général, ça touche des personnes, la plupart dans la précarité bien souvent. On a parlé d'APL, on a parlé de personnes âgées et de retraite, on a parlé de scolarité, de Parcoursup, on a parlé des contrats aidés pour les assos, les structures, etc. Oui, il impacte uniquement les personnes les plus précaires et les plus fragiles de la population. Par contre, à l'inverse, il aide encore plus les entrepreneurs, les grosses entreprises, etc. On le voit encore avec la SNCF qui va faciliter d'une manière magnifique sa privatisation, etc. Donc moi je pense que c'est pas fini. Ouais. Nassim, tu partages l'avis de Hossein. Est-ce que tu le vois sur le terrain, toi, ce que ça donne les réformes à la Macron? Oui, bon après au niveau local, très local, c'est assez particulier puisqu'on a une ville qui est quand même assez bien ancrée à gauche, donc forcément qui est très opposée. Il n'est pas de la gauche, Macron, à la base? Il est de la gauche droite. Socialiste. Il est de la gauche droite. Il l'a dit au Puy du Four en présence de monsieur Philippe de Villiers. Merci, voilà. Donc voilà. Non, mais donc c'est un petit peu un microcosme, une petite île, donc c'est pas très symptomatique. En revanche, comme le dit, voilà, les Gaulois. Le village des Gaulois. Les Gaulois réfractaires au changement. Donc comme le disait aussi, effectivement, tout ça se vit, ça se ressent. Il y a une colère qui gronde. Ouais. Et c'est vrai que tu parlais des retraités, c'est un très bon exemple puisque a été partagé récemment. On a pu tous voir cette vidéo d'ailleurs, Christophe, il me semble. Oui. La vidéo où justement Macron promettait de ne pas toucher au pouvoir d'achat des retraités. Macron promettait sur la page merveille. Et première année de son élection, oui, effectivement, elle a été postée directement. Première année de son élection, voilà, il les a eu direct avec l'augmentation de la CSG, et c'est pas fini encore, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc il est en train d'ébranler en fait pas toutes d'ailleurs,
la majorité de la population, une grande frange de la population, mais pas les plus riches, parce qu'ils continuent de leur permettre. Et ça, c'est un discours. Je précise que je suis pas communiste politiquement parlant, en tout cas, je suis pas encarté du tout, mais c'est vrai que c'est un peu une vision marxiste, mais c'est vraiment les capitalistes et les plus riches. Là, je veux dire, là, ça prend tout son sens, et au sens marxiste du terme, vraiment. Là, mais justement et indirectement, en fait, c'est d'où le poids de la France insoumise, la réussite du parti, parce que voilà, faut pas le nier, même si je suis pas pro France insoumise, il y a une grosse réussite dans ce parti-là. Pourquoi? Parce qu'il est totalement opposé à ce qui est en place au gouvernement. C'est celui justement qui parle en premier de la population, des plus précaires, etc. Et ça marche, ça réussit. Auparavant, Marine Le Pen, elle faisait souvent la même chose et ça marchait aussi donc pour une frange de la population. Donc la population, elle s'intéresse de plus en plus à la politique parce qu'elle est forcée de le faire. Là, c'est à leur porte-monnaie qu'on touche. Nadia. Non, moi je partage complètement ce qu'on dit Houssine et Nassim. Et en même temps, on était prévenus, on le savait, que c'était un ultra libéral, qu'il allait démanteler tous les acquis sociaux. Mais parce que c'est un président qui était plutôt jeune, il était swag. On parlait très tendance, et ça nous a suffi finalement pour voter un mec comme lui. Alors, on en a parlé tout le week-end. Si vous avez écouté un petit peu les médias ce week-end, c'est Stéphane Bern qui, vous savez, s'occupe du patrimoine. La menace de démission de Stéphane Bern, la question a été posée à Jean-Luc Mélenchon. Tu parlais de la France insoumise, le voici. Monsieur Bern, c'est un gars de bonne volonté, quoi. Il n'y a pas moyen de s'engueuler avec lui. Il y a des gens comme ça. Avec moi, oui, on peut. Mais même moi, j'y arrive pas. La confidence de Mélenchon, même moi, j'y arrive pas à m'engueuler avec Stéphane Bern. C'est pour dire. Il a raison. Ouais. La bonne définition. Après, par rapport à ce qu'a dit Stéphane Bern, moi, je sens un peu naïf, en fait. Il a dit peut-être que la politique c'est pas fait pour moi. Mais que ce soit lui, Nicolas Hulot, Laura Flessel, maintenant celle qui remplace Laura Flessel, c'est de l'ancienne nageuse. C'est la même chose. C'est une manière c'est une récup, tu vois. C'est qu'une étiquette pour Macron, le fait d'avoir une grande sportive au service des sports, d'avoir Stéphane Bern pour le patrimoine, c'est des images. C'est pas la compétence de la personne exacte. Servir les intérêts, mais ils servent totalement. De servir les intérêts complets de Macron, de la République en marche, en fait, de ce nouveau système qu'on nous a imposé et qui a été accueilli à bras ouverts, faut aussi le dire. C'est comme le disait tout à l'heure Nadia, il n'a jamais menti. C'est-à-dire que Macron ne fait qu'appliquer. C'est-à-dire qu'il y a une chose sur laquelle on peut le respecter, c'est que il a dit ce qu'il faisait et il était en train de faire ce qu'il a dit. Et c'est pour ça que c'est assez étonnant. Et c'est vrai que là, je me suis radicalisé sur cette question, c'est que j'ai du mal à entendre ceux qui mais on savait pas. Mais tu le savais. T'as voté. Et tu le savais. Donc maintenant, on va subir ça, on va vivre ça encore ensemble pendant ces prochaines années. Mais faut pas nous servir le truc de on ne savait pas. Alors je suis pas là pour dire que les gens ont mal voté ou pas du tout. Mais il y a une réalité, c'est que il a tout dit. Il a tout dit, comme Sarkozy aussi avait dit beaucoup et que peu ont entendu. Alors, autre chose dans le zapping, ça a absolument rien à voir, c'est le projet de l'Arabie Saoudite envers son rival qatari. Écoutez plutôt, franchement, ça ne s'invente pas. Dans sa guerre fratricide avec son voisin qatari, le prince saoudien Salman a un projet surréaliste. Faire du Qatar une île. En clair, transformer cette frontière terrestre déjà fermée depuis un an en canal qui serait creusé à 1 kilomètre à l'intérieur du territoire saoudien. Résultat, le Qatar serait expulsé du continent pour devenir une île du Golfe arabo-persique. Incroyable quand même ce projet des Saoudiens là, concernant les Qataris. C'est fou. On peut voir ça. Il y a le côté politique et il y a le côté aussi religieux qui peut être quand même aussi. Quand je dis religieux, dans le sens où la terre a été créée comme ça. C'est-à-dire qu'il se substitue quelque part. Alors pourquoi je prends cet angle-là, parce qu'on parle de l'Arabie Saoudite, c'est essentiellement qui dispose donc des lieux les plus saints de l'islam, du premier et du second, là où on va faire le pèlerinage. Alors les Saouds, c'est une chose, mais je parle de l'Arabie en tant que telle. Du coup, ils ont quand même aussi une responsabilité. Moi, j'estime en tout cas à titre personnel qu'ils ont une responsabilité d'exemplarité par rapport au reste du monde. Et là, pour moi, ils se substituent un petit peu aux créateurs aussi en voulant recréer. C'est pas la première pour le coup. Oh non, pas du tout. On peut en citer un paquet. Mais ça, c'est sur le côté un petit peu spirituel et religieux. Après, sur le côté politique. Ils ont appris de l'oncle Sam, c'est-à-dire qu'ils appliquent tout simplement, on isole, mais là ils isolent physiquement, ils ont pris au pied de la lettre la chose et ils veulent complètement isoler le Qatar. J'ai pas d'avis forcément sur
sur le Qatar, on pourra en débattre des heures et des heures. Ils font des choses bien, pas bien. En tout cas, c'est un tout petit pays et ils ont essayé de se rendre indispensable et de se positionner au niveau du monde par l'achat de choses comme le Paris Saint-Germain ou de grands immeubles. C'est pas une chose le PSG, pardon Nassim. Hein. C'est pas une chose. Autant pour moi. Ouais, c'est un grand club avec une histoire. Autant pour moi. Avec une âme. Autant pour moi. Donc tu disais deux choses. Donc, non, en tout cas, de faire des achats et de marquer comme ça le monde par l'achat de choses de valeur. Voilà, moi je rajoute de valeur, de choses de valeur. Et donc ils ont le mérite d'avoir fait ça. Contrairement à d'autres pays dont je ne citerai pas le nom, qui ont aussi des richesses comparables dans le monde, notamment en Afrique, et qui ont malheureusement ont laissé passer leur chance sur des choses du genre. Alors, est-ce que vous connaissez Airbnb ? Oui. Est-ce que vous avez déjà utilisé Airbnb dans votre vie ? Bon, si toutefois l'envie vous prend de mettre votre appartement ou votre maison à disposition de Airbnb, eh ben attention, ça peut-être vous refroidir en écoutant cette histoire. Quand Laurie découvre son studio, elle prévient tout de suite Airbnb et porte plainte contre le touriste. On a trouvé des taches de sang. Comme il y a des morceaux de verre par terre, la personne s'est peut-être coupée. Le monsieur urinait dans mon lit, ça transperçait le matelas et ça transperçait le bois du lit, donc mon lit est complètement foutu. Voilà, donc le lit complètement foutu, le mec uriné dans le lit apparemment, donc c'est peut-être pas une bonne idée de mettre son appart à disposition d'Airbnb. Vous avez eu des surprises désagréables avec Airbnb ou pas ? Non, jamais. Non. Toujours satisfait. La surprise désagréable, c'est qu'ils louent des loges. Autant pour moi aussi, je t'en prie. Non, mais je t'en prie, non, même parce que moi je consulte seulement. J'ai jamais loué dessus, mais j'ai consulté plusieurs fois. Et je suis tombé sur des locations dans les territoires occupés en Palestine. Les colonies israéliennes en toute détente. Ah oui. Ça c'est connu, hein, c'est à boycotter. Airbnb, c'est vraiment à boycotter. Comme McDo, quoi. Après, alors le McDonald's ne fait pas partie de la liste des produits à boycotter, ni Coca-Cola d'ailleurs, pour info. Alors je dis pas qu'il faut consommer, mais voilà. Coca, c'est à boycotter. Mais d'ailleurs ni Airbnb, mais dans les faits, effectivement, voilà, il y a ça. Après, c'est vrai que c'est extrêmement pratique, mais il y a d'autres plateformes que Airbnb qui existent. On pourra les poster peut-être sur la page parce que je les ai pas en tête. Il y a Britel. Voilà. Alors j'en profite pour rappeler quelque chose. Oui. On avait eu au téléphone mon coup de cœur il y a quelques mois, se rappelle, une jeune fille de province qui avait créé son site avec un ami. C'est un site de location gratuite, en fait, de dot. Ils accueillent dans le monde. Pas confession musulmane, avec une éthique musulmane. J'ai oublié comment ça s'appelle d'ailleurs. Mais qui était un site qui était pas mal. Oui, ils ont fait la même version avec Blablacar, un Blablacar un peu mus, quoi. Ah ouais. D'accord. Ah oui, c'est forcément, oui. Et puis apparemment, il y a une application pour quel que soit l'endroit où tu vas, tu pourras savoir où tu peux manger halal. D'accord. Ça a été une start-up marocaine qui a lancé ça. Sinon, puisqu'on parle d'application, on est dans le 3.0. Il y a Yuka qui marche bien. Ah oui, Yuka, ça cartonne. Yuka, non, c'est vas-y, explique. Non, c'est pas l'émission. Yuka est une application que tu télécharges et apparemment ils sont plus de 5 millions à l'avoir fait déjà depuis un petit moment. Et quand tu vas faire tes courses, tu scannes ton produit et ça te dit s'il est de bonne ou de mauvaise qualité, le nombre de calories, le produit dangereux qui est à l'intérieur de ton aliment. Télécharge tout de suite. Yuka, voilà. Yuka. N'hésite pas. Voilà. Bon, alors sinon, tiens, côté rentrée, parce qu'il y en a eu quand même, l'émission n'est pas couchée de Laurent Ruquier. Laurent Ruquier s'est permis une petite blague concernant Brigitte Macron. Pas sûr que Macron a apprécié. Pierre Benalla, on le disait, a peut-être un peu gâché les vacances du président et de son épouse. Bon, quand même, ils se sont amusés. On l'a vu dans les journaux People au fort de Brégançon. Brigitte, en plus, a résisté à la canicule. Bain de foule, plage, jet ski. D'ailleurs, sur cette photo, on ne sait plus si c'est le couple présidentiel ou les anges de la télé-réalité. C'est fou comme ils se sont amusés pendant les vacances. Brigitte a résisté à la canicule. Bon, c'est petit. Moi, c'est petit. Non, moi je trouve ça drôle. Je trouve ça méchant. Elle s'en est pris plein la gueule quand même, Brigitte Macron. Et des fois c'est vrai que c'est des blagues qui sont limites. Alors au départ c'est rigolo, c'est un petit peu comme Jawad, je sais plus comment ils l'ont appelé, mais en tout cas le loueur de Saint-Denis. Mais c'est vrai qu'à la longue, c'est une personne de son âge voilà, si on a des choses à critiquer sur ce qu'elle fait. Non, mais c'est surtout qu'on vanne pas Vincent Cassel, quoi. J'ai un nom qui vient de se marier avec sa compagne de 21 ans. Jawad, Airbnb. Mais bref. Jawad Ben Daoud. Ouais, Airbnb. Ah, très bien. Mais pour les blagues de Ruquier, quand même, moi je trouve,
qu'il est bon, personnellement, même si j'aime pas ses avis ou son émission spécialement, etc. Il y a des fois que j'aime bien, des fois que j'aime pas. Mais c'est vrai qu'il a du talent sur les petites répliques, sur les pistes. Moi, j'ai bien aimé. C'était facile, certes, mais c'était marrant. Bon, en tout cas, ça vous a fait rigoler. C'est l'essentiel. Oui, c'est vrai qu'on a pour finir, pas sûr que ça vous fasse rigoler, parce qu'on va à Gaza, et les écoles de Gaza, au Proche-Orient, reprises dans un contexte difficile, puisque vous le savez, cette rentrée intervient quelques jours après que les États-Unis ont suspendu leur financement à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, agence dont beaucoup d'enfants dépendent pour leur scolarité. Alors, quel risque d'être les conséquences de ces importantes coupes budgétaires? Pour en parler, Salomé Parent, correspondante de la Croix au Proche-Orient, interrogée par nos confrères d'RFI. Ces coupes concernent Gaza et la Cisjordanie, mais c'est vrai que à Gaza, la situation est particulièrement compliquée parce que les enfants en rentrée d'habitude reçoivent du matériel de la part de l'UNRWA. Cette fois, ils n'en ont pas eu. Et comme les classes sont extrêmement surchargées, il n'y a pas assez de professeurs. En fait, les professeurs, ils font 3 fois par jour les mêmes cours. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui arrivent très très tôt le matin. Ensuite, ils finissent en fin de matinée. Ensuite, il y a un autre groupe d'élèves qui arrive. Et comme ça, voilà, ça se répète 3 fois. Donc, ça fait que aussi pour les professeurs, ce n'est pas du tout des conditions idéales pour travailler. En fait, le problème, c'est que là, d'ici 1 mois, on ne sait pas si les écoles vont tout simplement rester ouvertes. Alors, on comprend aussi dans votre article l'importance de ces écoles de l'UNRWA dans la bande de Gaza. Oui, alors en fait, c'est parce que ces écoles, eh bien tout simplement, en fait, donc à Gaza, il y a déjà ces 1,2 million de personnes sur 2 millions qui sont réfugiés, donc c'est-à-dire plus de la moitié de la population. Et tout simplement, eh bien si les écoles ferment, les enfants n'iront tout simplement plus à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller dans une école soit publique, soit privée. Et en fait, ce qui est important aussi, c'est que l'UNRWA, c'est aussi, en fait, les professeurs, la plupart du temps, sont eux-mêmes réfugiés. Donc, c'est aussi une éducation qui est transmise. Tantôt, c'est souvent une éducation qui est peut-être plus politisée qu'elle ne serait dans une école qui n'appartient pas à l'UNRWA. Ces instituteurs dont vous parlez, ceux de l'agence de l'ONU, sont forcément inquiets pour leur avenir. Ils vous en parlent dans votre article. Oui, en fait, c'est parce que l'UNRWA, donc faute de moyens, a dû licencier 1000 personnes. Donc, c'est notamment des personnes qui travaillent d'habitude dans un peu les secteurs d'urgence quand il faudrait distribuer, par exemple, de la nourriture en urgence. Mais c'est également notamment des professeurs qui travaillent notamment un peu en tant que psychologue à Gaza, parce que justement beaucoup d'enfants, à cause des guerres, notamment en 2014, ont des séquelles. Et donc en fait, c'est des personnes qui sont chargées un peu de travailler sur ces thématiques avec les enfants. Et c'est notamment eux qui ont pour l'instant soit perdu leur travail, soit qui sont peut-être promis à un mi-temps. Donc c'est pour ça qu'ils sont en grève. Et c'est aussi parce qu'il faut savoir qu'à Gaza, perdre son travail, c'est concrètement être condamné au chômage, parce que c'est très très dur de retrouver du travail, parce que la situation économique est vraiment très compliquée. Voilà pour donc le témoignage de Salomé Parent concernant la situation économique dans la bande de Gaza, correspondante de la Croix au Proche-Orient, pour cette coupe budgétaire qui risque d'avoir donc des conséquences terribles et dramatiques pour les enfants en particulier. Et ça, Donald Trump, quand il a pris cette décision, il le savait fort bien. Bon, dans un instant, s'ajoute Christophe, aux 200 millions. C'est pas juste. Ils ont arrêté de financer, donc ils financent un tiers. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Elle s'appelle Nadia Lazouni, elle est avec nous, et vous pouvez revoir d'ailleurs sa chronique, son avis tranché sur les bobos, à revoir en vidéo sur la page Christophe Le Grand Forum, mais sans nul doute que ça va buzzer, ma chère Nadia. Peut-être pas autant que celui de Fatima Wassak, de la semaine dernière, qui nous a fait un carton total, On a dépassé les 100 000 vues, Carton plein. Ah oui, pour la chronique sur l'éducation sexuelle. C'est un sujet que tout le monde attend des réponses, donc elle a comblé, les interrogations c'est ça, des gens. Voilà. Elle a mis la barre haute en tout cas, Fatima. D'ailleurs, est-ce que Marlène Schiappa va changer de ministère? Ça, c'est. Non, a priori non. Il y a eu que. Moi, je parle je mets ce buzz pour jeudi, moi. Ah, oui. Pour jeudi. Ah bah attends, on va voir. Moi j'accroche pas avec Schiappa, j'aime pas, elle me stresse. Ah mais elle est stressée. Oui. Alors on parlait de l'UNRWA il y a quelques instants, et de cette coupe budgétaire de plus de 200 millions qui est énorme et qui s'ajouterait donc à une autre coupe budgétaire, Nassim. Mais où sont les pays arabes pour combler éventuellement ils creusent entre le Qatar et
Et l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite. C'est pour dire. Donc ils creusent. Non, blague à part. Pour les pays, de toute façon, les pays arabes, on pourrait parler des pays musulmans de manière générale, parce qu'il y a aussi des lieux saints. Jérusalem, Al-Quds, c'est le 3e lieu saint d'islam. Donc les pays musulmans de manière générale. Et l'Arabie Saoudite est en train de renforcer du coup ses relations avec Israël, notamment avec la ligne dont on a parlé de train, qui est en construction ou qui va être en construction, enfin en cours. Voilà, donc elle rejoint l'axe du mal là, concrètement, voilà. Et après sur les autres. C'est chacun, voilà, Maroc, Algérie, Tunisie. Voilà, ils sont déjà confrontés à leurs propres problèmes déjà. C'est pas facile, quoi. Ce qui est déjà pas mal. Bon, en tout cas, c'est peut-être là encore une fois pour s'en prendre aux réfugiés palestiniens. Clairement, les réfugiés sont touchés par la. Il y a aussi une stratégie, pardon, Christophe, il y a aussi cette stratégie, puisque là, une des revendications de l'OLP, qui aujourd'hui du coup n'a plus trop voix au chapitre, c'est le droit au retour, bien évidemment. Le droit au retour on parle d'aujourd'hui de plus de 5 millions de réfugiés. Et donc toucher aussi les réfugiés comme ça, c'est peut-être aussi pousser certains réfugiés à prendre une autre nationalité que la leur, et du coup d'abandonner leur statut de réfugié, et donc de renoncer définitivement au retour en Palestine 48, qu'on appelle aujourd'hui Israël. Bon. Est-ce qu'on est prêt du côté de Monsieur Lâche-Lâche ? Tout à fait. Est-ce qu'on est prêt du côté du caméraman ? Tout à fait, oui. Bon, eh bien on y va, c'est parti. On déclenche le jingle à vie tranchée. Alors piétinez-moi, allez-y. Juste le titre réserve bien des surprises. En tout cas, je te laisse l'entière responsabilité, parce que lorsqu'on parle des Algériens, attention, ça peut coûter cher. 1, 2, 3, vive à l'Algérie. Ça part plutôt bien en tout cas, Nassim Lâche-Lâche. Voilà. Donc je prends des risques, mais des fois il en faut. Donc on dit souvent Cholet. Les Algériens. Danger. Bon, ça va, tout le monde suit. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Oui, ça la aussi. Fougue et la fierté algérienne. Tout le monde la connaît et on s'en souvient. Qui n'a pas vu les images de ses supporters algériens ou allemands ? Justement, telle était la question, pendant la Coupe du Monde en Russie. Essaye d'insulter un Algérien, son drapeau ou son pays, c'est compliqué. Règle numéro 1, que tout Algérien qui se respecte connaît, on ne critique pas, jamais, au grand jamais, l'Algérie devant des non-algériens. Et surtout pas devant nos frères marocains. Sacrilège que cela serait. Quel peuple. Aussi, je pose ici et aujourd'hui la question suivante. Alors que la France compte plusieurs milliers, voire millions d'Algériens, alors que les liens avec l'Algérie, et tout particulièrement avec la Kabylie, sont très forts, pourquoi alors est-il aussi compliqué de mobiliser cette communauté autour de projets de solidarité ? Éducation ou santé, peu de projets voient le jour en direction des populations les plus démunies en Algérie. Quand il y en a, excusez-moi, souvent suite à l'identification de partenaires locaux d'une problématique donnée, les porteurs de drapeaux, les one-two-tristes, disparaissent comme par magie. Pire encore, ceux qui renvoient, légitimement le gouvernement, à ses responsabilités. C'est une honte, s'exclame-t-il. Un pays aussi riche, c'est vrai qu'on est le roi du pétrole. C'est un complot du nouvel ordre mondial pour infiltrer l'Algérie, etc., etc. Alors oui, le gouvernement ne remplit pas toutes ses obligations. C'est une réalité. Mais que faire alors ? Rester les bras croisés ? Laisser mourir des gens, faute de soins ? De les laisser mourir car ils n'ont pas pu se déplacer d'un endroit à l'autre ? Ne pas favoriser l'éducation pour le plus grand nombre ? Eh bien je dis non. N-O-N. Nous mobiliser et redoubler d'efforts est la seule solution. Tendre la main à ceux qui en ont besoin, répondre à leur appel sans jamais se substituer, en laissant le paternalisme à la frontière, très prompt à sortir les drapeaux et à crier son amour de la patrie, mais tout de suite réticent quand il s'agit de transformer cet amour de la terre en acte. 1, 2, 3, vive l'Algérie, vive les billets d'avion à 800 €, vive l'indépendance, tant que ça ne touche pas à ma poche. Merci Nassim. Ah bah il est bon. Va te calmer Nassim.
Mais voilà, je tiens à dire que je tiens quand même à j'ai nuancer. quand même de la famille là-bas, j'ai beaucoup de famille. Je trouve que je permets de nuancer quand même le propos de Nassim. Les Algériens, ça va être très critique quand même. On peut critiquer Bouteflika. On a une presse aussi algérienne qui est de plus en même, plus libre. assez plurielle et qui est beaucoup plus libre. Et autant on peut pas aussi critiquer le roi du Maroc. Enfin, va dire quelque chose du roi du Maroc. Non, c'est comparaison n'est pas raison, comme qui dirait. Non, mais blague à part pour aller au-delà de cet avis tranché, c'est vrai qu'il y a une expérience qui fait que, y compris il y a aussi des groupes qui essayent de se monter pour représenter les Algériens. C'est un vrai enjeu en France. C'est une réalité, tout comme il y a des groupes qui tentent de se monter pour représenter les musulmans. Et eux, y compris, ont du mal en réalité derrière à avoir des retours comme ceci. Je veux dire, à l'époque, le FLN collectait en France justement pour soutenir l'effort de guerre et l'effort d'indépendance de l'Algérie. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Et je comprends bien les gens qui se disent à un moment donné, le gouvernement, ça a dû le faire, etc. Je suis d'accord, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est nos grands-parents, c'est nos parents, c'est nos cousins, c'est des gens qu'on côtoie, qui ont du mal à se déplacer, ou qui doivent dépenser 1000 dinars pour aller juste pour 30 km. Donc, c'est-à-dire, quand on est sur des salaires moyens de 10 000 dinars, alors après, chacun fait son business, ça c'est autre chose, mais en tout cas, le salaire moyen légal, c'est 10 000 dinars à 15 000 dinars. Un dixième juste pour prendre une ambulance. Vous rendez compte de la somme que ça représente. Et donc c'est en cela que je trouve ça, voilà. Et alors sur les réseaux, c'est les likes. Il y a plus de likes. Je veux dire, même un like qui coûte rien, pas de partage, il y a rien du tout. Alors vraiment, j'incite ceux qui en ont les moyens, parce que je peux comprendre qu'il y en a qui n'ont pas les moyens aussi, vraiment à partager toutes les campagnes qui sont menées en Algérie, parce que il y en a pas autant que ça. On a beaucoup de choses au Sénégal, au Mali, dans des pays d'Afrique noire, et à raison. Il y en a aussi en Tunisie, sur des rénovations d'écoles, au Maroc aussi, mais je pense à une association dont je vous avais déjà parlé, Ouer Solidarité, qui a mené au Maroc une campagne et qui a livré une ambulance, un corbillard, ainsi que des kits scolaires sur une année, alors qu'en Algérie, il n'a pas été possible de financer seulement une ambulance. Vous voyez, quand on compare, alors que on a beaucoup plus d'Algériens en plus qui sont en France et qui sont en capacité, qui pourraient être en capacité. Franchement, ça me peine. C'est des donateurs qui a un problème, et aussi du côté de l'Algérie où il y a. Alors il y a aussi une coopération pas Nadia, il y a aussi l'Algérie avec qui c'est difficile de travailler. Ça, c'est aussi une réalité. Et je dois reconnaître qu'il y a un manque de confiance. La confiance est complètement ébranlée de la part des donateurs, avec tout ce qu'on peut entendre ou tout ce qu'on peut voir. Qui n'a pas été encore récemment, on parlait d'une cagnotte. Et on parlait de vérifier justement où allait cette cagnotte, pourquoi, pour qui. Il y a aussi cette réalité. Donc il faut bien se renseigner, il faut pas hésiter à contacter les structures, les ONG qui mènent ces projets-là, et de creuser. Il faut pas de les rencontrer physiquement, même si vous voulez. Mais quand vous en avez la possibilité, vraiment essayez. Il y a la Palestine, moi, qui me tient énormément à cœur, mais il y a beaucoup aussi d'autres pays, et faut essayer d'oublier personne. Allez, profitez du Libertad pour répondre à Nassim, amis algériens, lâchez-vous, dans moins de 10 minutes, pour appeler 01 40 33 9000. Et vous débarquez au studio, je crois même. Non, c'est bon, on a clôturé. C'est parti pour notre toute nouvelle rubrique, ça s'appelle le buzzer. Alors, le buzzer, c'est tout simple, je vais vous donner des mots-clés. Et ces mots-clés désignent des infos que vous allez choisir de développer ou pas. Alors la première info justement, c'est Maroc, organisation Coupe du Monde football. Oui, non, on déclenche le buzzer ou pas? On déclenche le buzzer pour développer ou pas? Pas les deux. Non, je donne. Maroc, oui, on déclenche le buzzer, oui. Alors pourquoi on parle d'Algérie et tout, on parle de tout le monde. Je mets le casque, hein. Alors pourquoi on déclenche le buzzer aussi, Nadia? Parce que j'ai entendu football, Maroc, Coupe du Monde. Alors, justement, c'est très simple. Vous savez que l'Algérie avait proposé de s'allier avec le Maroc et la Tunisie pour proposer une candidature en 2030 pour l'organisation de la Coupe du Monde de football. Ce à quoi le Maroc a répondu non. Je préférerais m'allier à l'Espagne et au Portugal. Problème, c'est que le président de l'UEFA a refusé une candidature commune avec le Maroc, qui a décidé de s'allier avec le Portugal et l'Espagne aux dépens de la Tunisie et de l'Algérie pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Alors que la fédération royale marocaine, je le rappelle, a fait appel au Portugal et donc à l'Espagne pour déposer un dossier de candidature conjoint à l'organisation du Mondial 2030. Le président de l'UEFA est totalement opposé à cette idée. Le premier responsable du football européen souhaite voir une seule et unique candidature européenne au Mondial 2030. Encore une fois, le Maroc s'est fait traîner dans la farine. Donc
Donc là, il n'y a plus d'organisation pour eux. Là, a priori, d'après le responsable de l'UEFA, non, il n'est pas. Et de toute façon, si on regarde un petit peu l'histoire, ça s'est jamais vu à ce qu'une organisation de Coupe du Monde se fasse entre deux pays, deux continents différents. Donc voilà. Je rappelle quand même que le Maroc avait perdu la Coupe d'Afrique. La candidature 2026 au profit de pays qui étaient soi-disant alliés. L'Arabie Saoudite, tous les pays du Golfe ont voté contre et ont voté pour les États-Unis. Et ce sont les États-Unis qui ont gagné en 2026 et qu'ils vont organiser avec le Canada et le Mexique. Donc voilà. Pour cette affaire, ça vous inspire quoi finalement il vaut peut-être mieux travailler avec ses voisins que d'aller chercher ailleurs, non? Pour le Maroc là, pour le coup. J'ai envie de dire cher. Moi je dis qu'ils ont mal travaillé le coup pour de vrai. Non, cher, pourquoi? Pas parce que c'est le Maroc, bien évidemment non, mais parce qu'à un moment donné, si on veut essayer de tirer vers le haut un continent. Ça aurait eu de la gueule quand même, hein, Algérie, Maroc, Tunisie. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Je veux dire, après, à voir si tout le monde était prêt. Non, mais apparemment au niveau des infrastructures. Prêt, hein. Enfin, oui, au niveau des infrastructures, là, on parle de 2030. Voilà, 2030. Il y avait le temps. Donc on avait quand même une dizaine d'années pour préparer les choses. Ça aurait pu être quelque chose, ça aurait pu booster un petit peu aussi et aider au développement du pays, puisque déjà ouvrir les on sait qu'avec va le développement. Alors il y a beaucoup d'endettement qui va avec, mais ça permet d'avoir du boulot et ça permet d'avoir des transports en commun, etc., etc. Non, en fait, non, pas du tout, Christophe, pour les frontières. Parce que la preuve, elle en est avec les États-Unis, le Mexique et le Canada. On n'a pas besoin d'avoir des frontières ouvertes pour organiser une Coupe du Monde. Je pense pas, en tout cas. On a besoin de moyens de transport qui traversent comme un train qui traverserait l'Algérie, Maroc et Tunisie. Il y a ce projet, du train. Par contre, des frontières ouvertes, je crois pas que c'est une obligation. Non, c'est ça que je dis, ça aurait pu. Je dis, moi, que ça aurait été bien que les frontières soient ouvertes. Oui, ça aurait été encore mieux, bien sûr. Après, c'était quand même assez risible, cette candidature. Le dépôt de candidature entre le Maroc et l'Espagne, c'est comme si Maroc, Espagne, Portugal. Oui, mais surtout Maroc et Espagne par rapport à l'histoire. Oui, par rapport à l'histoire. Je vois que Nadia reste très silencieuse. Le football, ça ne l'intéresse absolument pas. On a quand même politiquement. Mais ça a une symbole politique. Après l'Espagne qui détient des territoires sur le. Après, c'est vrai que pour le cas du Maroc et de l'Algérie, ça aurait été la beauté de la chose, comme l'a dit Christophe. Bien sûr, c'est l'ouverture de la frontière qui serait qui suivrait cette organisation et on préparait non seulement la Coupe du Monde 2030, mais aussi l'ouverture officielle de cette frontière, etc. Réclamé de leur vœu par les deux peuples. Et je pense que ça aurait été régulièrement des manifestations. Exact. Pas plus tard que pour les fêtes de l'Aïd, tu voyais de part et d'autre de la frontière, Marocains, Algériens qui se souhaitaient les bons vœux de l'Aïd. Bon, on a développé à la demande de Nassim pour la prochaine info. Voici ce que ça donne. Mec, Arabie Saoudite, ressources. On développe ou pas? Non. Non? Non, si tu voulais, toi. Non, mais c'est. On a assez parlé de l'Arabie Saoudite. Ouais, non, mais en gros. Non, mais ok, on saute. C'est vous qui décidez, hein, moi. Non, parce que le prochain sujet. Sur les milliards, là, quelque chose comme ça, là, c'est ça. Ah, mais je sais pas. On n'a pas le droit de. Ouais. T'as guiché avec. Non, laisse tomber. Désolé, hein. Ouais, laisse tomber alors. C'est vous qui décidez. Hein. Bon, on va quand même rappeler que l'objectif donc d'ici de l'Arabie Saoudite d'ici 2030, c'est 30 millions de pèlerins. Voilà. On n'a pas buzzé. Voilà, on n'a pas buzzé. Je n'en dirai pas plus. Est-ce qu'on buzz? Remaniement, nouveau ministre, nouveau portefeuille. Allez, on buzz. Ah ouais, on buzz. On est français. On en a déjà parlé, non? Alors ben non, on va en parler en détail. Attends, combien? Alors attends, la question c'est combien de sujets là tu nous proposes? Ah bah, ça dépendra de vous. Ouais, ça dépendra savoir est-ce qu'on buzz ou est-ce qu'on buzz pas. Voilà, c'est ça, c'est le temps qu'on a aussi. Bon là, j'en ai encore deux, voilà, donc on a le temps. Ok. Alors, on a buzzé. On attendait une personnalité d'envergure pour remplacer Nicolas Hulot à la tête du ministère de la Transition écologique après le départ, la démission surprise de la semaine dernière de Nicolas Hulot. Bien finalement, c'est François de Rugy qui vient d'être nommé ancien député d'Europe Écologie Les Verts, rallié à Emmanuel Macron et depuis le début du quinquennat, président, vous le savez, de l'Assemblée nationale. C'est donc un changement poste pour poste, comme on dirait dans le foot. Seuls les deux démissionnaires seront remplacés. C'est donc François de Rugy qui récupère donc le fauteuil de Nicolas Hulot. Il est passé en 2016 au groupe socialiste avant de rejoindre La République En Marche en 2017. Puis, alors pour cette nomination de François de Rugy, est-ce qu'elle vous surprend? Est-ce que c'est une bonne chose? Nassim. Alors, François de Rugy. Je suis surpris. Oui. Parce que bon, il est tu t'attendais à autre chose. À lui. Autre chose, c'est bien les termes que j'allais utiliser. Non, je m'attendais pas à lui déjà parce qu'il était président de l'Assemblée nationale, donc je voyais pas trop la pertinence de sortir du perchoir pour aller justement devenir ministre.
qui est un poste beaucoup plus risqué politiquement là. Après on viendra sur le fond éventuellement sur ce qu'il peut apporter ou non. Ouais. Mais déjà politiquement la stratégie je la vois pas trop. Deuxièmement, pour moi, ce monsieur est vraiment, il est rincé, quoi. Je veux dire, il représente tout ce qu'on déteste, tout ce qu'on déteste. Là, je parle de la population française, tout ce qu'elle refusait avant l'élection de Macron, tout ce qu'elle rejetait, c'est-à-dire le recyclage, les arrangements, tout. Enfin, il a aucune fierté, aucun honneur, il a rien. C'est pas un Algérien, c'est sûr. Et là, il se retrouve au ministère. Bon, on va voir ce qu'il va faire. Mais moi, je suis pas convaincu, en tout cas, personnellement. Et on dit que pour le remplacer à l'Assemblée nationale, il y en a déjà un qui a présenté sa candidature, c'est Richard Ferrand, qui est candidat pour être président de l'Assemblée nationale, ce qui était tout vu d'avance. Finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est un arrangement entre amis, Nadia? Oui, comme en politique en général. Il fait pas exception, hein, Emmanuel Macron. Ça a toujours été comme ça. Il faut être dans les petits papiers c'est comme ça qu'on a des promotions. Après, notre nouveau ministre, apparemment, il a aussi quand même une expertise sur les questions d'écologie. Oui. Ouais. Mais est-ce que un poids lourd comme Nicolas Hulot, qui a peut rien faire? Moi, j'ai trouvé, parce que j'ai fait des recherches, je crois qu'il a juste un avis sur l'écologie, je crois. Non? Parce que il était adjoint au maire de Nantes. Ensuite, il a été député. Mais c'est sensible à ces questions, non? Il était quand même à Europe Écologie Les Verts, hein. Voilà. Mais là, il est pas du tout à la hauteur. Parti socialiste, comme il a été, il était au Parti République en marche, donc en vérité, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance sur les Verts? Il a créé après un nouveau parti. En dehors de sa participation au parti des Verts. Il était candidat à la primaire, hein. Non, Christophe, vraiment, il est pas à la hauteur des enjeux qui traversent. Vous avez été surpris par cette Moi, j'ai été surpris parce que je m'attendais à du macronisme. Voilà, parce que ça, c'est du macronisme. C'est le fait de prendre des personnes médiatisées, des profils, des personnalités qui sont, même s'ils sont pas bons politiquement, ils ont œuvré dans, par exemple, Nicolas Hulot, pour revenir en arrière, Nicolas Hulot, qui avait refusé tout le monde. Tu peux pas dire la rien à voir avec Sarkozy, Hollande et Chirac. Et il a accepté Macron. Ça a duré un an. Alors justement, puisqu'on est dans les remaniements, il n'y a pas eu grand-chose, hein. Si c'était quand même la petite surprise avec la démission de Laurent Flessel, ministre des Sports, démission pour raison personnelle. Tiens, bien sûr, raison fiscale plutôt, c'est ce que nous apprend le Canard enchaîné. C'est personnel, ça concerne sa déclaration d'impôt. Ah oui, absolument. Et c'est une championne qui va être remplacée par une championne. C'est la nageuse Roxana Maracineanu. Elle a été vice-championne olympique à Sydney en 2000. C'est la première française championne de natation en 98. On passe donc de l'escrime au bassin de natation. Elle avait connu Édouard Philippe l'été dernier, puisque le Premier ministre lui avait demandé en juillet de travailler sur les risques de noyade chez les enfants. C'était donc un de leurs premiers contacts qui a été visiblement bon, puisqu'elle a été nommée ce matin ministre des Sports. Voilà, une championne qui remplace une championne. Qu'importe en fait les ministres qui seront choisis, ce que je pense, à part les anciens là comme Gérard Collomb, etc., les vieux de la vieille, tous les autres là, tous les genoux, peu importe s'ils choisissent qui, puisque c'est les technocrates qui décideront, et ils feront rien en fait. C'est-à-dire que là, moi, j'attends pas de cette sportive que je connais absolument pas d'ailleurs, qu'elle change quoi que ce soit et qu'elle réponde aux attentes qu'il y a. Alors, elle a fait quoi, franchement? On s'en souvient. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'elle a fait un bilan, mais qui est pas le sien. C'est-à-dire, la France a été championne du monde, le rugby et les JO en 2024. Attends. Oui, tout ça c'est pas elle. Hein. Je veux dire, voilà, c'est. Elle a profité d'une. Voilà, ils ont pas fait grand chose, et en fait derrière t'as des gens qui travaillent, qui réfléchissent, qui leur servent leur discours. Et eux aujourd'hui c'est des présidents d'associations là, tu sais, les présidents fantoches là des fois. C'est ça. Nadia, t'es au courant qu'on est champion du monde quand même? Oui, je suis très d'accord. Ravie, bon, non mais d'accord, juste pour savoir. Quoi. Dernière petite info, à peser ou pas peser. Ah, elle était belle cette équipe belge. Procès militant antifasciste. On buzz pas? Mais on buzz, c'est le dernier. Mais oui. Alors pourquoi je buzz? Je vous propose cette info, c'est parce que c'est aujourd'hui le procès des meurtriers de Clément Mérite, ce jeune militant antifasciste tué à Paris après avoir croisé, vous vous souvenez, 3 skinheads dans un magasin de vêtements. Un des 3 accusés n'était pas présent ce matin au procès. Du coup, l'audience a été reportée jusqu'à cet après-midi. En fait, jusqu'à son arrivée. Le mec, il fait ce qu'il veut en fait. Il arrive à l'heure qu'il veut. Et donc voilà. Clément Mérite, effectivement, on s'en souvient, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Hein. Attends, il est pas venu. Il était
était pas en détention provisoire, le mec? Bah non, apparemment non. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'était marqué dans la dépêche. N'était pas présent au procès. Du coup, on a demandé un report jusqu'à cet après-midi. Comme à Bobigny, ce qui s'était passé avec les militants de la LDJ et Bourrache. Oui. Ah oui, pour Saïd Bourrache. C'est un petit peu similaire. Je veux dire, après, il y a jamais de coupable. C'est jamais. Ils viennent comme ils veulent. Tu sais, c'est un peu les gardes à vue à la Nicolas Sarkozy. Je rentre chez moi dormir, je reviens le lendemain. Exceptionnel ça. C'est un petit peu ça. Et on voit qu'il y a quand même une similitude. Alors. Autant le monsieur qui avait été tué, donc le vigile, lui il avait rien à voir, c'était pas un militant, il bossait. Autant là, mais on voit que de l'autre côté, c'est toujours des fascistes. Voilà, c'est juste un constat, c'est que tout ce qui est extrême droite, on constate que il n'y a pas le même traitement, et c'est pas de la victimisation, parce que je vois les gens qui commencent à venir sur ça, mais c'est pas de la victimisation de le dire, c'est un constat pur et dur. On voit la différence de traitement d'une personne à l'autre. On l'a vu cet été encore une fois avec les ultra droites. Pas cet été, mais avant cet été. Et durant cet été, on a attrapé quand même les personnes qui avaient tiré sur les petits jeunes qui étaient assis sur les bancs. Le groupe de filles et de garçons qui étaient assis sur les bancs, tous maghrébins, qui se sont fait tirer dessus. Et on a retrouvé ces personnes-là qui appartiennent encore une fois à l'ultra droite. Encore là, ceux qui ont voulu faire les attentats contre les musulmans, là, qui avaient commencé à préparer. Voilà, c'est ça que tu disais. Et sans parler aussi, on a une pensée pour quelqu'un qu'on connaît aussi, en parlant aussi des identitaires. Voilà, pour ne pas le citer, et des identitaires qui se permettent tout et n'importe quoi. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait, c'était complètement illégal. À louer des hélicoptères, à survoler les montagnes, à arrêter les gens, à planter des piquets. Et puis au final, c'est eux qui font un procès. Allez, c'est parti pour Libertad. Oui, plusieurs possibilités de vous exprimer. Alors, qui est avec nous? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, votre prénom, madame? Oui, je vous ai appelé ce matin, Fatima. Bonjour Fatima, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, Fatima? Je vais vous dire que ça marche pas et je suis pas bien, tout simplement. J'ai eu un appel quand je vous ai appelé tout à l'heure pour les fameux timbres de la préfecture. Vous vous rappelez? Non, pas du tout, non. C'est pas avec moi que vous avez... je comprends pas bien. Oui, Fatima, racontez-nous votre histoire, allez-y. Alors, je dois me présenter à la préfecture le 7 et pour avoir un titre de séjour, et il faut payer des timbres. Malheureusement, j'ai pas de revenus, je suis hébergé, comme je vous avais dit la dernière fois, je n'ai aucun revenu, je n'ai rien, et ça me démoralise, je ne peux pas, je vais annuler le rendez-vous parce que j'ai pas de quoi payer les timbres. Voilà. Nadia Lazouni, toi qui es un peu dans le droit, quelque part, faut payer des timbres? C'est cher, oui, ça coûte combien les timbres? C'est 360 €. 360 €. Ça a augmenté. La première demande, j'ai payé 360 €. Ouais. Et il y a eu l'assistante sociale qui m'a aidé, les secours populaires aussi, les cathos aussi. J'ai pu ramasser cette somme grâce à eux. Pour la première fois, et pour le renouvellement, j'ai pas trouvé. En tout cas, donnez votre numéro de téléphone, on sait jamais s'il y a des âmes charitables. Oui, les âmes charitables, quelqu'un m'a appelé ce matin. Il habite Paris. Il m'a dit il faut qu'il me voie, il faut qu'il me rencontre pour normal. Prendre une décision. Mais j'ai même pas de quoi prendre un bus. Alors pour aller prendre le train jusqu'à Paris, c'est encore pire. C'est encore, je peux pas. Alors, donnez votre numéro, madame. Alors attendez, je vous le donne. Oui. Comme quoi, c'est vraiment Libertad, pour le coup, hein. Oui, Fatima. Alors franchement, c'est la galère pour moi, hein. Alors, on vous écoute. Au lieu de vous le donner, je suis en train de m'appeler à moi-même. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous n'avez pas l'habitude du portable. Il y a pas de souci, vous habitez dans quelle ville, madame? Je suis du côté de Blois. Alors 06 27 66 13 88. Bon, oui. Alors écoutez, aidez notre amie Fatima qui doit se rendre à la préfecture. C'est où pour votre département? À Blois. À Blois, bon, c'est pas loin de chez vous. Donc le timbre, c'est le problème. Non. C'est pour payer le prix du timbre. C'est pas loin de chez moi. 360 balles, c'est ça. Voilà, oui. Eh ben écoutez, j'espère que vous aurez des appels. On rappelle le numéro de téléphone 06 27, attendez, 06 27 66 13 88. Bon courage Fatima, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bon, voilà, vous pouvez utiliser Libertad aussi pour ça, il n'y a pas de problème, c'est à votre guise. Dans un instant, à la une de demain, je vais vous donner deux sujets et vous allez endosser le temps de la pub un nouvel habit, celui de rédacteur en chef. Vous êtes promu rédacteur en chef tous les trois, de grandes chaînes d'information en continu, d'émissions, de débats qui se multiplient. Vous avez remarqué, depuis cette rentrée, il y en a encore plus davantage cette année. Et on va proposer deux sujets à la une. On va faire une réunion de conférence de rédaction et choisir le sujet qui va buzzer demain. À tout de suite.
17h56, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Nadia Lazouni, Nassim Lachlache et Osinra sont avec nous. Et là, on va maintenant se prêter à un exercice quotidien dans cette émission pour terminer, j'ai envie de dire, parce que on se prête déjà à demain. Vous savez que dans les radios, dans les télés, l'émission se termine et on prépare d'ores et déjà le sujet pour demain. Et on feuillete un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on scrute sur Twitter, sur Facebook, principalement sur Twitter, faut le dire. C'est là que ça se passe d'ailleurs, c'est là qu'on repère un petit peu tout ce qui va buzzer. La tendance, effectivement. Alors, vous allez tous les trois endosser votre nouvel habit de rédacteur en chef, Madame Nadia Lazouni, avec ton accent bobo, ça devrait aller parfait. La rédactrice en chef de BFM TV, Nadia Lazouni, Osinras de CNews, et puis tiens, Nassim de LCI. Voilà. Comme ça, vous avez tous les trois votre étiquette. Pourquoi il a le rôle le plus sérieux? Je sais pas. Voilà. Je comprends, c'est bon. Bon, alors voici, messieurs, dames, la réunion de conférence de rédaction ainsi ouverte. Nous avons 2 sujets à choisir. Il faut choisir évidemment celui qui va buzzer, celui qui va attirer l'attention des Français. Comme on est sa globalité. L'ère de la médiocrité, ça sera très facile pour nous de choisir. J'ai 2 sujets quand même durs à choisir. Laura Flessel et ses ennuis fiscaux, c'est ce que va déclarer demain, révéler le Canard enchaîné. Ça risque quand même de buzzer. Ou la charge violente de Salvini, le ministre intérieur italien, qui s'en prend à la France et qui déclare qu'elle est responsable du chaos libyen. D'ailleurs, la ministre intérieure italienne en a rajouté une couche sur Facebook pour aller dans le même sens. Alors, qu'est-ce qu'on choisit du côté de BFM TV? Non, pardon, BFM TV d'abord. Honneur BFM TV. Non, alors nous... comme on n'a pas envie d'embêter une ministre, puisqu'on est très proche du pouvoir politique quand même, on va défendre la France contre cette attaque de la ministre italienne. D'accord. Quoique, vous savez que BFM quand même en a mis une belle couche sur Benalla et compagnie. Ils ont quand même fait de l'anti-macronisme primaire cet été. Ouais. Ils ont surtout cherché. Oui, c'est vrai. Donc on maintient alors Madame Lazouni. Oui, l'italienne, ouais. Bon, du côté de CNews, Pascal Pro. Alors nous à la rédaction de CNews ce matin, on avait un petit briefing par rapport à ta question. Donc on a décidé nous aussi à l'unanimité de choisir l'option Salvini avec l'Italie, les critiques envers la France. Vous vous démarquez même pas avec votre sœur. Non, comme d'habitude, t'as pas remarqué quand on fait souvent la même chose. Peut-être jusqu'à la pub et la météo au même moment. C'est comme ça le buzz. Peut-être que sur LCI ça va être différent, Nassim Lachlache. Comme souvent. Le vrai sujet n'est pas celui-là, je pense. Aucun des deux. Je pense que le vrai sujet est la visite du Philippin en Israël. Ça c'est le vrai sujet. C'est pour ça que personne regarde LCI. Tu vois, ils sont pas dans le truc, ils sont pas dans l'actu. Et l'attaque antisémite, qui est une vraie attaque pour le coup là. Vous savez que j'ai hésité à proposer ce sujet. Il y a ce sujet, je pense, qui peut buzzer. Oui, mais j'ai l'impression qu'il monte pas parce que pourtant il y a eu des. Mais ça va monter, je pense. Le CRIF et le. Il n'est pas réellement antisémite, c'est pour ça. Ah oui, mais ça c'est comme beaucoup de crimes qui se sont passés en région parisienne. Et alors là, j'espère que je serai taxé de rien du tout. On parle de la fac. Les croix gammées sur la fac, c'est ça? Non, c'est sur le pont d'Alexandre III. Merci, voilà, le pont d'Alexandre III. Des scooters auraient attaqué donc une personne de confession juive. Voilà, il lui aurait volé, apparemment, l'aurait détroussé. Oui. Et il semblerait, de ce qu'on a pu lire sur LCI, je sais pas si vous l'avez eu, en tout cas qu'il lui aurait volé, y compris, je crois qu'il y a une question d'étoile de David, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Oui. Enfin voilà, après il y a des gens qui disent mais comment des gens en scooter voient les étoiles de David, ces choses-là. Oui, il faut avoir l'œil. Je ne sais pas trop, mais pourquoi je dis comme souvent, c'était pas pour comment dire, atténuer les crimes antisémites qui peuvent se produire, pas du tout, mais c'est parce que comme Madame Knoll, je veux pas écorcher son nom, Mireille Knoll, voilà, qui avait le caractère antisémite a été abandonné. Madame Halimi, des fois, il y a des choses qui sont pas si claires que ça. C'est-à-dire que ce qu'on a émotionnellement de manière primaire, ce qu'on fait, et quand on creuse l'enquête, voilà, donc Madame Knoll, par exemple, l'antisémitisme n'est pas reconnu comme tel. Donc là, pourtant, il y avait une manifestation énorme, monstre. Parce que la politique et les journaux aujourd'hui précèdent les enquêtes judiciaires. Il est là le souci. Non, mais c'est surtout qu'on essentialise aussi les gens. Ça rejoint un petit peu peut-être ce que tu dis, mais on essentialise aussi les gens et qu'on part de ce qu'ils peuvent être ou ce qu'ils sont supposés être. Voilà, de dire qu'elle est juive. La question n'est pas là. C'est une dame qui est âgée, qui a été tuée. Enfin, je veux dire, juste à s'arrêter là, c'est déjà assez horrible en fait. Bon, en tout cas, si demain matin sur LCI, à la une des infos, c'est soit la visite du Philippin en Israël, soit l'attaque antisémite, je te jure, Nassim, je vais me poser les questions sur ton cas. En tout cas, Nadia. Je travaille avec Benalla. En tout cas, oui, je sais pas, moi. En tout cas, Ossine et Nadia n'ont pris aucun risque, Ils veulent buzzer, ils veulent que ça marche, ils veulent qu'on regarde, qu'on consomme. Et donc, ils ont choisi ce sujet, donc, de la charge violente
D'ailleurs, je vous ai mis la vidéo sur le Facebook Christophe Le Grand Forum du ministre intérieur italien qui s'en prend alors vraiment à la France pour le coup. Macron a des soucis non seulement à se faire en France mais aussi en Europe. Hein. Il peine à convaincre pour Macron, le coup. Il va se laver les mains. Il va dire mais ça c'est mon prédécesseur. Oui, mais il a pas arrangé les choses non plus. Il faut tourner la page, il faut aller de l'avant. Oui, c'est ça. Et favoriser l'esclavage en Libye, pardon. Bon, demain, autre sujet, autre personnage, autre plateau. Demain, Fatima Wassak sera là avec des invités et Nadir Kaya également pour parler de Parcoursup. On va s'y intéresser parce que là, pour le coup, un média comme BFM TV ou les autres auraient pu en faire une édition spéciale ou un reportage pour expliquer peut-être la difficulté de ce Parcoursup mis en place par le gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe. Et demain, on va énumérer justement toutes les problématiques que cela pose, alors que, bon, j'allais pas dire que tout allait bien auparavant, mais là, on a plutôt amplifié les erreurs et les difficultés et amplifié aussi l'accès aux grandes écoles pour les plus pauvres, voilà, issus en tout cas des quartiers populaires. On en reparlera demain donc de Parcoursup dans un concept du Grand Forum. Le premier mercredi du mois, un sujet en long et en large, et donc demain, le premier de la saison, Parcoursup. Rendez-vous demain dès 16h. Merci Madame Lazouni. Merci Monsieur Fro. Et si tu croises d'autres bobos, tu les filmes. Ils sont partout. Ils sont partout. Oui, bah tu les filmes, tu les envoies, on mettra sur la page de Nadia Lazouni Show dans le métro. M'empêche de dormir. Ah oui, carrément. Ouais. Ossine, je t'envoie bientôt mon pote. Je reviens mardi prochain. Super. Ouais. Nassim, tu mets pas 3 mois avant de revenir, s'il te plaît? Non, mais tu travailles vraiment avec Benalla? L'été est passé par là quand même. Oui, d'accord, c'est vrai, t'as raison. Nassim, merci beaucoup en tout cas à tous les trois. À très bientôt. Retour demain dès 16h, mesdames, messieurs, pour l'émission qui n'est vraiment pas comme les autres, on peut le dire. Clairement, ça s'appelle le Grand Forum, c'est sur France Maghreb 2. Ciao. De 16h à 18h tous les jours demain, édition spéciale, Parcoursup, Fatima Wassak, Nadir Kaya et vous, chers amis auditeurs, soyez là au rendez-vous. Parents, élèves, vous pourrez évidemment poser et interpeller nos invités. 18h sur France Maghreb 2 dans un instant. Nabil pour la suite des programmes. L'heure du rappel de l'actualité de ce mardi soir avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous, c'est l'annonce du remaniement. Tout à l'heure, à la mi-journée, Roxana Maracineanu, ancienne nageuse, va remplacer Laura Flessel en tant que ministre des Sports. Et c'est François de Rugy, actuel président de l'Assemblée, qui prend la place de Nicolas Hulot au ministère de l'Environnement. Et cette dernière nomination est accueillie avec scepticisme du côté des Verts. David Cormand, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, redoute le retour à une politique écologique moins ambitieuse. Le Premier ministre Édouard Philippe sera ce soir l'invité du 20h de TF1 pour commenter ce remaniement. Le chef du gouvernement évoquera aussi le deuxième sujet brûlant, le maintien, l'abandon ou le report du prélèvement à la source. L'avenir de cette réforme s'est sans doute joué aujourd'hui avec une réunion à l'Elysée avec le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, dans le bureau d'Emmanuel Macron. C'est le début aujourd'hui du procès dans l'affaire Méric. Il s'est ouvert avec un peu de retard en début d'après-midi. Il avait d'abord été suspendu ce matin du fait de l'absence de l'un des accusés qui a été depuis retrouvé. Ce sera le procès devant les assises de Paris de 3 skinheads impliqués dans la mort de Clément Méric, cet étudiant tué en 2013. Il était ensuite devenu le symbole de l'engagement antifasciste. Les deux principaux accusés, Esteban Morillo et Samuel Dufour, tous les deux âgés de 25 ans, ont fait plusieurs mois de détention provisoire. Ils étaient donc appelés à comparaître libres, renvoyés devant le tribunal pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commise en réunion et avec une arme. Ils risquent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Le passage du cyclone Jebi a plongé l'ouest du Japon sous des pluies diluviennes et des vents violents, avec des rafales atteignant 220 km/h par endroit au Japon. Au moins 6 personnes sont mortes et 170 autres ont été blessées. Le Mont Blanc se protège du trop-plein d'alpinistes avec de nouvelles règles d'ascension dès l'été prochain. Des règles durcies sur la voie normale au départ de Saint-Gervais pour faire face à une trop grande fréquentation et au comportement de plus en plus irresponsable. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb